Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Le feuilleton Air Guinée, on en parle encore. L'avion était-il une épave à sa liquidation? Contrairement à ce que nous avons entendu jusque-là, l'ancien directeur général d'Air Guinée a déclaré ce mercredi que l'avion était bel et bien en bon état et à sa vente à l'opérateur économique guinéen. Vous entendrez Antoine Cross dans ce journal. Est-ce une obligation pour les membres du CNRD et du gouvernement de transition de déclarer leurs biens à leur prise de fonction alors que le FNDC en fait une exigence, ainsi que la publication de la liste des membres du CNRD? Un juriste estime que cela ne relèverait que de l'éthique et la morale. Et puis notre angle de ce soir s'intéresse à l'agro-pastoral. Depuis un certain temps, ils sont victimes de vols, d'incendies et d'actes de vandalisme. Comment vivent-ils avec cette situation? C'est notre angle de ce soir avec Mamadou Kalissou. Je vous le disais à l'instant, l'ancien directeur général d'Air Guinée a apporté des précisions ce mercredi sur la vente de l'avion qui appartenait à la Guinée. Antoine Cross Frédéric ne cache pas le mal que cette situation a provoqué chez plusieurs personnes, notamment lui en tant que pilote. Par ailleurs, il revient sur les arguments placés par les autorités d'alors sur la nécessité de revendre cet appareil qui constituait un patrimoine de l'État. Djibril Ba. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, plusieurs dossiers dits de détournement des deniers publics ont été tirés des coffres pour des fins d'enquête. Objectif, édifier l'opinion, situer les responsabilités et surtout sanctionner les coupables. C'est le cas notamment d'Air Guinée qui est sur toutes les lèvres depuis quelques semaines. L'ancien directeur général de la dite compagnie se souvient encore des premières actions menées dans ce sens. Je crois qu'il y a eu des problèmes financiers. Et pour résoudre ce problème, il fallait vendre la compagnie. Mais la priorité à l'époque, je crois qu'on a préféré la vendre à un Guinéen en espérant que ce Guinéen aurait pu faire survivre la compagnie. Si la vente de cet appareil constitue un choc pour plusieurs Guinéens, il en est de même pour l'ancien pilote commandant de bord et instructeur à Air Guinée. On transportait les étudiants, les étudiants, quand on les amenait en Russie, on les ramenait. C'était des vols pour ramener nos étudiants. Ils ne payaient pas les billets d'avion. Selon l'ancien directeur général d'Air Guinée, l'avion a été vendu à Mamadou Sylla, PDG de Futurlec, d'où sa responsabilité dans toutes les questions autour de la compagnie, poursuit-il, pour apporter des précisions sur la confiscation de l'avion par l'État israélien. Les frais de révision revenaient à celui qui a pris la compagnie. Et c'est le reliquat, la différence entre ceux qui payent pour prendre l'avion après la révision et le prix, les 5 millions de dollars, c'est la différence là qui payait à l'État. Air Guinée était pourtant bien rentable malgré le fait que la compagnie ait été dépourvue de subventions, mais les Guinéens pouvaient se déplacer sans assez de difficultés, nous confie son ancien directeur général. À présent, les yeux restent rivés sur les nouvelles autorités pour connaître l'issue du dossier Air Guinée sur la table de la CRIEF. C'est officiel, la ville de Bokeh va bénéficier d'un institut de formation au métier des mines. La convention a été signée ce mercredi entre le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et l'innovation et le consortium SMB Wining. L'institut sera construit à Dapilon et 150 jeunes seront formés par an et vont bénéficier d'un contrat de 5 ans avec le consortium. En outre, le ministère de l'Enseignement supérieur a pu obtenir une collaboration qui va permettre la formation des formateurs, les stages en faveur des étudiants, l'appui aux échanges entre les instituts d'enseignement guinéennes et les institutions d'enseignement et de recherche chinoises. Alcini Bari et Yacouba Traoré. La Guinée, premier producteur de bauxite au monde, traîne toujours les pas. Manque d'industrie et surtout des cadres qualifiés dans les mines. La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation compte relever le défi. D'abord, un accord de coopération avec SMB Wining. Il ouvrira la porte à une collaboration fructueuse entre nos deux institutions au bénéfice de nos universités, instituts et centres de recherche scientifique, à travers la formation des formateurs, le stage en faveur des étudiants,
la garantie de l'employabilité des sortants, les facilités accordées aux enseignants-chercheurs pour leur permettre de mener à bien leurs projets de recherche, l'appui à la réalisation des activités pédagogiques et de recherche, l'appui aux échanges entre les institutions d'enseignement et de recherche de la Guinée et les institutions d'enseignement et de recherche chinoises. Ensuite, une convention pour la construction d'un institut à Dapilon, dans Bokeh. Objectif, former 150 jeunes par an pour au moins 5 ans afin d'être utilisés dans les projets de raffinerie et autres chaînes du consortium. Ces jeunes auront un contrat de 5 ans garanti et l'établissement sera conjointement géré par des Guinéens et la coopération chinoise. On a décidé avec le ministère de l'Enseignement supérieur de créer cet institut de formation pour que les jeunes Guinéens soient qualifiés et plus aptes pour le marché de l'emploi et surtout opérationnels dès la fin de leur cursus. C'est aussi une manière pour nous de participer au développement du pays. C'est clair, l'idée est de faire l'adéquation entre formation et emploi, un objectif que se fixe le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a par ailleurs entamé les offres de formation des formateurs. À quand la publication de la liste des membres du CNRD, mais aussi de la déclaration de leurs biens et ceux des membres du gouvernement de transition? En tout cas, le Front national pour la défense de la Constitution, FNDC, exige la publication de cette liste pour des raisons de transparence sur la question de la déclaration des biens. Un juriste affirme que la loi est muette dessus. Suivez les précisions d'André Mossier, Milimono et de Aliouba. Ils sont au pouvoir depuis le 5 septembre dernier. 6 mois après, aucune liste des membres du CNRD n'est publiée. Le FNDC, dans un communiqué, exige la publication d'une liste. Selon ce mouvement, les populations ont le droit d'identifier ces personnalités qui prennent des actes qui impactent la vie sociopolitique du pays. Nous ne pouvons pas résumer les conséquences des décisions prises par le CNRD au président de la transition seulement, qui est le président de cet organe central. Donc, le colonel Doumbouya ne saurait être le seul responsable des conséquences des décisions prises par le CNRD. Le CNRD, lors d'une conférence de presse, avait annoncé qu'il est composé de l'ensemble des forces armées du pays. Pour Ibrahima Diallo, cet argument est infondé. Tous ces gens ne peuvent pas se retrouver dans une salle pour pouvoir décider. Alors, quels sont les représentants de ces forces de défense et de sécurité qui siègent au sein de cet organe central qui est le CNRD? Concernant la déclaration des biens des membres du CNRD et du gouvernement qui tarde encore, ce juriste précise qu'ils ne sont pas obligés, puisque la loi est muette sur la question. À partir du moment où la Constitution est suspendue et que c'est cette Constitution qui prévoyait la déclaration des biens, la charte qui fait office de la Constitution ne mentionne pas cela. Juridiquement, c'est un problème. Par ailleurs, il précise qu'il y a un moyen de contraindre les nouvelles autorités à déclarer leurs biens. À partir du moment où ces membres du CNT sont déjà mis en place, je pense qu'eux-mêmes, ils peuvent déclencher l'action pour contraindre ou pour intégrer la déclaration des biens dans la charte. Hassan Bari ajoute qu'en dehors des textes de loi, le CNRD et le gouvernement peuvent bien se plier à cet exercice pour des raisons d'éthique et de morale. Au pied de la montagne d'ordures de Dar es Salaam, les habitants de la localité côtoient une puanteur indescriptible. Au-delà du calvaire lié au dépotoir d'ordures, ils sont aussi confrontés à une pénurie d'eau. Pour remédier au fléau, quelques partenaires en collaboration avec l'ONG CIPAD séjournent à Conakry pour une éventuelle opportunité de gestion et de transformation des déchets. Mohamed Valek Touré, Aboubakardine Camara. À Dar es Salaam, les habitants côtoient la plus grande décharge du pays. Vu la nocivité des ordures, ils ne peuvent plus supporter les odeurs que dégage l'état d'immondice. Des fumées et odeurs nauséabondes les envahissent continuellement. Pour revaloriser ces déchets et stimuler le ramassage, quelques partenaires étrangers séjournent à Conakry en vue d'apporter leur expertise dans le cadre de la transformation des déchets en engrais. Et peut transformer ces déchets-là dans les déchets organiques, ça peut devenir comme de l'engrais.
Donc ça a une température de 400 degrés Celsius. Après, ça peut convertir ces déchets-là en engrais. Une machine mobile qui pourra aider la Guinée à détruire les déchets et les transformer en engrais, disent-ils. Dar es Salaam, réputé quartier fantôme, présente à chaque saison un visage lugubre. Et c'est ce qui est en train de nous amener vers cette unité-là de gestion et même de réflexion pour proposer des solutions. Alors M. Georges est là dans ce cadre-là et nous aussi nous demandons aux autorités réellement de nous ouvrir les portes et d'accueillir M. Georges. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout doit se transformer. Et je pense que cette machine écologique, purement intelligente, qui pourra aider la Guinée à transformer ces déchets-là, surtout les déchets organiques, en engrais. Donc c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec tous les partenaires techniques. Selon les constats, la Guinée produit plus de 500 000 tonnes de déchets plastiques par an. Des déchets abandonnés à l'air libre sans aucune politique de collecte, de transformation et de recyclage. J'ai de la famille qui habite ici, mais bien sûr qui sont en mauvaise santé. On a vu des enfants grimper sur la montagne à aller chercher, peut-être qu'il va leur permettre de manger aujourd'hui, mais il y en a qui meurent en montant sur cette montagne de déchets pour aller chercher du fer. On ne peut plus laisser faire ça, enfin. De par ce projet, CIPAD Guinée entend amener les populations à acquérir un réflexe de propriété. À rappeler qu'en août 2017, un glissement de terrain a eu lieu au niveau de la décharge, coûtant la vie à une dizaine de personnes et faisant plusieurs dégâts matériels. Depuis leur création en 2015 par l'ancien président Alpha Condé, les MUFA et MC2 sont freinés aujourd'hui. Dans leur élan, les acteurs disent être victimes d'arnaques puis abandonnés par Afriland First Bank qui avait pour rôle d'accompagner et encadrer ces mutuelles. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux doivent rembourser l'argent des communautés. Ils seraient même menacés, disent-ils. Bernard Koundouno et Ibrahima Sori et Camara ont interrogé quelques victimes. Suivez. C'est en mars 2015 que la première MUFA a été inaugurée à Koléa dans la commune de Matam. Depuis, cette initiative de l'ex-président Alpha Condé peine à répondre aux attentes des populations. À cet effet, une microfinance avait été mise à la disposition des citoyens et l'idée était de regrouper les femmes et jeunes en groupement pour avoir accès au crédit. Des citoyens s'étaient engagés en versant des sommes d'argent à Afriland First Bank qui devait travailler avec ces MUFA. 7 ans après, aucune mutuelle n'a pu débloquer un financement malgré les montants colossaux qu'ils disent avoir versés à la banque. Il fallait qu'on verse des cautions au niveau d'Afriland First Bank. Il fallait qu'on crée un compte bloqué, un compte à épargne. Après y avoir tout fait, rempli toutes ces tâches, qu'on devait maintenant nous donner ces immobilisations. Après les immobilisations, automatiquement, les accompagnements des financements. Mais telle chose qui n'a pas vu le jour. Après plusieurs tentatives, même l'implication de l'ancien président, aucune avancée n'a été enregistrée dans ce dossier. Avec ce changement de régime, les victimes souhaitent l'implication des nouvelles autorités. Pour une première fois, on a mobilisé 52 millions. Après, on a mobilisé 60 millions. Tous ces montants-là ont été versés. On a rénové la maison et le personnel en charge, vous voyez. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas eu de financement. L'argent versé dans les comptes à Afriland a le plus souvent été collecté dans les communautés. Aujourd'hui, certains responsables auraient quitté leur communauté de peur d'être poursuivis. Il y a des jeunes qui ne peuvent même pas rentrer chez eux aujourd'hui tellement qu'ils ont des problèmes. Parce qu'on a cotisé l'argent avec nos vieilles mamans. Le but de la création de ces unités était de permettre aux femmes d'entreprendre des activités génératrices de revenus. Une initiative qui semble faire plus de mal que de bien. 12 ans après le massacre du 28 septembre, le procès se fait toujours attendre. Ce mercredi à Conakry, le collectif Droit, Justice, Équitable en Guinée a exhorté les nouvelles autorités à favoriser la nomination d'un pool de juges pour la reprise de l'instruction du dossier afin d'avoir un procès juste et équitable qui permettra de punir les vrais coupables. Fatoumata Bintabari et Ibrahima Sori Camara pour le compte-rendu. Après le passage du procureur de la Cour pénale internationale sur la reprise du dossier du 28 septembre, ces hommes de droit ont, selon eux, procédé à l'analyse de l'ordonnance de réqualification de non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal criminel. Une analyse
qui auraient révélé des couacs dans la dite ordonnance. On a vu à travers les vidéos que les vrais coupables qui ont mené les opérations au stade du 28 septembre n'ont pas été repérés. Et aujourd'hui, on nous sort les photos pour dire voilà, ce sont eux-là qui ont mené les opérations. Mais aujourd'hui, ils sont dans la nature, et voilà, on voit les photos, les personnes, voilà, et mais on ne sait pas où ils sont. Mais ils sont pas à la maison centrale quelque part. Le régime précédent a plusieurs fois reporté le procès des exactions commises en septembre 2009. Les conférenciers estiment que cela était dû à un refus de la part de l'ancien président. La réponse à la question a été donnée lorsque le président Mamadi Doumbia a rencontré les magistrats. Les magistrats ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas indépendants, qu'ils étaient sous ordre du pouvoir exécutif. Est-ce que des magistrats sous ordre du pouvoir exécutif sont capables de traiter de façon équitable un dossier aussi important que celui du 28 septembre? Le collectif n'est pas au courant du report sine die du procès prévu en mars. Néanmoins, il souhaite son démarrage dans cette période de transition. Il exhorte la junte à œuvrer en faveur d'un procès juste et équitable, chose pour eux qui permettra de punir les vrais coupables. Nous plaidons pour une reprise de l'instruction, que les autorités de la transition s'approprient le dossier du 28 septembre, remettre en place un pool de juges véritablement indépendants et ayant tous les moyens nécessaires pour un travail correct et indépendant. Le procès du 28 septembre 2009 a été perpétré au stade du même nom. Il a fait plus de 150 morts et plus d'une centaine de femmes violées et blessées. Et cette question, les médias courent-ils un danger sous la transition? En tout cas, la sortie médiatique du procureur de la République, Charles Wright, ne laisse pas indifférent le syndicat de la presse privée. Le SPP s'est fendu d'une déclaration pour rappeler les limites du procureur. Mamadou Sadio Baldé pour les explications. Il était pourtant apprécié dans les rédactions. Charles Wright a rendu publique une déclaration qui a indigné les professionnels de médias. Mais les heures qui ont suivi, le syndicat tient à préciser. Ce qui nous a indigné à plus d'un titre, c'est quand on constate que M. Charles Wright ne veut plus respecter les limites de ses prérogatives. On ne peut pas comprendre qu'il puisse se permettre de donner des instructions à la haute autorité de la communication et de dire qu'il est en train d'attendre le rapport de monitoring de la HAC pour engager des actions judiciaires contre des journalistes. Mieux, il n'y a pas une relation officielle entre la haute autorité de la communication et le procureur. Conséquence, les conseillers ne peuvent en aucun cas être ses auxiliaires. Pour demander à tous les procureurs d'engager des poursuites judiciaires contre des journalistes sur la base du rapport de monitoring que la HAC doit mettre à sa disposition. On est où là? Nous lui avons rappelé que la HAC n'est pas un tribunal de première instance dont les procureurs sont placés sous l'autorité du parquet général qui dirige. Ça, il faut que cela soit compris. Charles n'est pas à son premier coup d'essai. En 2019, Lansana Camara, suite à une enquête, avait été emprisonné par le même procureur. Et que les commissaires de la HAC ne sont pas des OPJ dont les procès-verbaux doivent être transférés au procureur pour des fins de poursuite judiciaire. C'est lui qui avait envoyé injustement Lansana Camara en prison en 2019. Une torture psychologique est en train d'être planifiée pour tenter de museler les médias. Ce qui ne marchera pas, estime le syndicat. Là, on n'est pas encore mort. Dans le même cadre, le groupe Adafomédia a reçu la ministre de l'Information et de la Communication en visite de courtoisie et de solidarité dans ses locaux ce mercredi. Dans les échanges, la chef du département a réitéré à la direction générale de ce groupe de presse toute l'attention de son ministère en ce qui concerne les conditions de travail des journalistes guinéens en général et ceux d'Adafomédia en particulier. Idrissa Bari pour plus de précisions. C'est aux environs de midi que la direction générale du groupe Adafomédia a été surprise de la présence dans ses locaux d'une délégation du ministère de l'Information et de la Communication. À sa tête, la chef du département en personne.
Cette visite de courtoisie et de solidarité à l'endroit de ce groupe de médias s'inscrit également dans le cadre d'un rappel à la responsabilité des journalistes pendant cette période de transition. Qu'ils sont des acteurs clés dans le cadre de cette transition qui vise la refondation de la Guinée. Nous avons besoin que tous les acteurs de médias se mettent ensemble et de sorte à ce que cette transition soit une transition apaisée, réussie et une transition qui relève l'espoir du peuple de Guinée. Sur le plan professionnel, la ministre a aussi profité de cette visite pour inviter les différents acteurs des médias, notamment les patrons de presse, à la formulation d'un cadre de travail idéal et réglementaire afin de permettre aux journalistes de mieux vivre de leur métier. Et là-dessus, bien entendu, nous, en tant que département de tutelle de ce gouvernement, nous nous tenons à leur disposition pour analyser ensemble ce qu'il faut pour permettre vraiment que cela soit une réalité. Cette visite suscite de l'espoir au sein de la direction générale du groupe Adafo Média dans la mesure où elle permet davantage la normalisation des relations entre le département de l'information et de la communication et les médias. C'est vrai que les relations ont été très difficiles durant ces 10 dernières années avec le département. On espère qu'avec cette transition, on va voir les choses autrement, qu'on ne nous prendra pas comme des ennemis, parce que souvent c'est la confusion que les gens faisaient un petit peu... Et ça peut se comprendre parce que ce n'est pas vraiment un gouvernement, je vais dire, à tendance politique, si je peux me dire ainsi. Donc le reste, on fait notre boulot et j'espère en tout cas que cette collaboration, cette normalisation, si je peux me dire ainsi, parce que l'État c'est une continuité évidemment, ça va continuer dans ce sens-là. Autre chose, dans cette édition, des travailleurs DDG ont pris d'assaut les locaux du siège de l'entreprise à Kaloum. Ce mercredi matin, ils sont pour la plupart sans statut. Ils exigent de la direction de l'électricité de Guinée le paiement de leur prime d'incitation qui leur avait été promise par l'agence qui les a recrutés. Nous allons en savoir plus dans ce reportage de Korkaba et de Dibril Kabak Kamara. Tout a commencé avec les slogans hostiles à la Société d'électricité de Guinée. Ces travailleurs du terrain ne peuvent plus supporter l'indifférence de leurs responsables quant à leur situation. Ils demandent d'être rétablis dans leurs droits. Ça fait presque un mois on ne nous paye pas. Pour nos primes, 3 semaines. Ça fait 420 000. Moi, hier, j'ai reçu 30 000. Maintenant, pour nos salaires, on veut mettre tellement à ce contrat parce qu'on en a marre. Le monsieur a dit que s'il nous dit qu'ils peuvent nous payer à chaque fin du mois, qu'ils ont menti. Donc 3 semaines sont passées, on n'a pas reçu nos primes. Les quotas là pour dire 15 ménages par jour, ça n'a pas été dit dans le contrat. À quelques heures de négociations avec un des responsables, le porte-parole des manifestants dit vivre le calvaire sur le terrain avec ses confrères. On a constaté avec cette formation, la formation pratique là, d'autres venaient de Kabiling, de Koya, de 36, de Dibreka. Ils viennent avec leur propre économie. Est-ce que vous comprenez? Ils ne nous payent pas des primes de transport, ils ne nous donnent même pas l'eau à boire. Nous sommes en équipe 2-2. Les 2-2 là, 2 personnes par tablette. Quand on part sur le poteau là, lui il est obligé de se connecter sur la tablette. Il se déconnecte, moi aussi je me connecte. Et regardez l'intervalle de temps de connecter et déconnecter là, avec la connexion. Il y a d'autres groupes, ils ont par 3, avec une seule tablette. Un responsable de l'EDG a réussi à calmer l'ardeur des manifestants en colère qui juraient de ne pas quitter les lieux sans gain de cause. Je ne vais pas vous mentir. Je vais me mettre en contact avec les collègues et les responsables qui sont chargés de gérer ça. Je le répète, ce que vous êtes en train de faire, c'est la colonne vertébrale de nos stratégies commerciales. On ne peut pas s'amuser avec. Une rencontre est prévue ce jeudi au siège de l'EDG entre les manifestants et la Direction générale de l'électricité de Guinée. Les jeunes du quartier d'Abondi-Bafon sont en colère depuis plusieurs jours maintenant. Ils protestent contre la vente de leur terrain de football par les autorités de la localité ce mercredi. Ils étaient nombreux à manifester sur la route Niger, une situation qui a empêché certains citoyens de vaquer à leurs différentes activités pendant un bon temps. Notre reporter Meshek Sonda Koroma s'est rendu sur les lieux. Suivez son compte rendu. Ils étaient plus d'une trentaine de jeunes à prendre d'assaut la route Niger ce mercredi pour protester contre la vente de leur terrain de football.
Le terrain Boboni, situé en face de la route Niger, fait l'objet depuis plusieurs mois maintenant d'une lutte sans merci entre les jeunes du quartier et leurs autorités. Vous voyez là où nous sommes comme ça, c'est ici qu'on appelle Bogoni. Bogoni, c'est le grand terrain de Dabondi 1, là où depuis nos grands-parents venaient pratiquer du football ici. Et bien voilà, aujourd'hui, les menuisiers sont occupés le coin. Ok, c'est aussi des activités qu'on accepte aussi. Mais c'est un individu, un groupe de personnes qui sont réunis du côté de la Cour suprême. Parce qu'on nous attend dire que c'est la Cour suprême, la mairie et une grande partie du quartier qui sont impliqués à vendre le terrain à hauteur de 25 milliards. Le principal accusé, Alseni Kamara, président du conseil de quartier de Dabondi, rejette en bloc les accusations contre sa personne et pointe du doigt la méthode utilisée par ces jeunes qui veulent l'intimider, dit-il. Moi, je ne suis pas dans l'affaire de Bafon. Bafon, c'est un domaine privé. Quand je suis venu au pouvoir, donc ils se sont organisés et disent que c'est leur terrain. Anciennement, le terrain de Dabondi se trouvait au Sablé. Mais comme c'est occupé maintenant, il n'y a plus de terrain. Maintenant, par leur organisation, je suis surpris, je vois une dizaine de jeunes s'organiser et aller barricader au niveau de la station. C'est des mal intentionnés. Récemment, le CNRD a lancé la campagne de récupération des domaines de l'État sur toute l'étendue du territoire. C'est pourquoi Abdoulaye Kamara exhorte la junte au pouvoir à faire face à ce qu'il qualifie d'injustice. On vous interpelle l'autorité du CNRD. Ousmane Gawal, vous qui êtes chargé de la récupération du domaine public de l'État, nous voilà maintenant sur ce terrain-là. Et si c'est un domaine public de l'État, récupérer ce domaine-là et rendre à la jeunesse d'Abondi. Toutes nos tentatives de joindre l'acheteur de ce domaine qui fait l'objet des litiges ont été vaines. Un gros porteur a terminé sa course ce mercredi dans une habitation à Dabondi. L'accident s'est déroulé aux environs de 13 h. Le système de freinage en serait à l'origine. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels sont considérables. Antoinette Dédé, Onivogui, commente les images d'Alseni et Camara. Le conducteur aurait tenté toutes les manœuvres pour freiner, mais c'est finalement dans une maison d'habitation qu'il a trouvé refuge. Nous sommes à Dabondi, dans la commune de Matoto. Le camion était en circulation lorsqu'il a subitement perdu la vitesse pour venir en marche arrière. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé dans cette habitation. Demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous sommes très exposés ici. L'accident s'est produit aux environs de 13 h. Heureusement, aucun véhicule n'était derrière le camion. Pas de perte en vie humaine, pas de blessés non plus. Lansana Soirée, qui a perdu son kiosque, aurait pu périr dans cet accident. Moi, j'étais là à chaque 13 h. J'ai l'habitude d'aller me reposer. Donc, quand il fait 13 h là, je suis quitté ici. Je descendais là-bas pour aller me reposer. Donc j'ai entendu le bruit. C'est le bruit là que je suis sorti maintenant. J'ai jeté un coup d'œil. J'ai trouvé que vraiment le conteneur est parti. Et j'ai vu le camion à cet état-là. À voir les images, c'est un vieux camion qui ne devrait plus circuler. Au moment où nous quittions les lieux, le conducteur était encore introuvable. La police, venue faire le constat, doit déterminer les causes réelles de cet accident. Le énième sur ce tronçon. En région, à Cancan, une fillette de 16 ans a été violée à tour de rôle ce week-end par deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années au quartier Madina, dans la commune urbaine. Arrêtés par la brigade de recherche, les deux présumés violeurs sont actuellement détenus à la maison centrale de Cancan en attendant leur jugement. Alpha Omar Koïta. Makonde Kamara était en train de faire la lessive au fleuve Milo lorsqu'elle s'est vue enlevée par deux jeunes garçons qui l'ont conduite en pleine brousse pour abuser d'elle à tour de rôle avant de l'abandonner à son sort. Ces violeurs sont âgés de 21 et 22 ans et la forfaiture a eu lieu dans la soirée du samedi au quartier Madina, dans la commune urbaine de Cancan. J'étais en train de faire la lessive lorsqu'ils sont venus m'enlever et m'envoyer en pleine brousse pour me violer à tour de rôle. Quand ils ont fini d'accomplir leurs sales besoins, ils m'ont abandonné sur place et s'enfuir. Omar Kondé alias Ntebefe et Naman Keita alias Boukan sont les deux jeunes présumés mis en cause dans cette affaire de viol. Ils reconnaissent avoir eu des relations intimes avec la fille, mais avec le consentement éclairé de cette dernière, soutiennent-ils. Je
C'est vrai, on a abusé d'elle, mais c'est elle qui l'a souhaité, pour éviter qu'on l'envoie chez notre chef de quartier. Puisque la veille, on l'a appréhendé en plein débat sexuel avec son petit ami dans le quartier. Mais ils se sont tous échappés. Arrêté par la brigade de recherche de Kankan puis mis à la disposition du tribunal de première instance, les deux présumés violeurs sont actuellement détenus à la maison centrale de Kankan en attendant leur jugement. Je vous informe, ces deux personnes déjà, l'information a été ouverte et ils ont été placés sous mandat de dépôt par le juge d'instruction. Les cas de viol, comme la loi le prévoit, la peine peut aller jusqu'à 15 ans, 20 ans, 30 ans, selon les circonstances. Dans ce cas précis, c'est un cas de viol qui est avéré, ils ont reconnu, ils prendront jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. A rappelé que le phénomène de viol est devenu monnaie courante ces derniers temps dans la commune urbaine de Kankan. Le dernier cas en date remonte au mois de janvier dernier, lorsqu'un petit garçon de 5 ans s'est vu abusé dans une toilette par un jeune âgé d'une vingtaine d'années. Et c'était Alpha Omar Koïta depuis Kankan sur le viol collectif d'une fille de 16 ans, un acte donc à déplorer. Et puis la malnutrition, une pathologie aux conséquences graves sur les enfants. C'est dans ce cadre que plusieurs structures sanitaires du pays s'activent pour lutter contre la malnutrition. C'est le cas du dispensaire Saint-Gabriel, 6 à Matoto. Son service de nutrition conseille aux mères un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois avant la diversification alimentaire. Rosaline Goto-Monemu, Aboubakar Keke Bangoura. Ici, dans le service de nutrition du dispensaire Saint-Gabriel, il y a 2 actions, celle préventive et celle curative. Dès la naissance du bébé, les agents sanitaires recommandent aux mères l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Au-delà, la mère est censée diversifier l'alimentation de son bébé afin de le maintenir en bonne santé. Pour une alimentation saine et équilibrée, il est recommandé aux enfants la consommation d'aliments énergétiques, de construction et de protection. À partir de 6 mois, on peut commencer la diversification alimentaire. Donc PAP, ça c'est très bien. Jusqu'à... franchement, ça peut durer. Mais l'idée, c'est que petit à petit, chaque mois, il faut introduire de nouveaux aliments. On peut donner les légumes, on peut donner des fruits, on peut donner des œufs, des yaourts. Tout ça, c'est très important d'avoir, comme Bankou a dit, un aliment de chaque groupe. Dans ce dispensaire, la prise en charge commence dès que l'enfant est diagnostiqué malnutri. Cette fillette de 2 ans souffre d'une malnutrition sévère. Depuis déjà 1 mois, elle est prise en charge par ce service de nutrition. Avant que je ne vienne ici, je lui donnais la pâte faite à l'aide de la farine. Maintenant, c'est la pâte qu'on nous donne ici qu'elle mange. Je suis très contente parce que son état s'améliore. La malnutrition n'est pas sans conséquences. Elle conduit souvent même à la mort. On peut voir un enfant de sa naissance jusqu'à l'âge où il doit aller à l'école. Cet enfant n'a jamais subi ce qu'on appelle la malnutrition. Donc les 2 enfants, quand vous les envoyez à l'école, l'enfant qui n'a jamais suivi la malnutrition, là, cet enfant-là n'a pas de problème. Il serait intelligent, physique et moral. Mais un enfant qui a subi la malnutrition, franchement, il faut beaucoup d'efforts pourvu que l'enfant puisse progresser, même physiquement. Selon les spécialistes, il y a plusieurs degrés de malnutrition, sévère et modérée. Pour les cas graves avec complications, ils sont transférés à l'INSEE, l'Institut national de la santé de l'enfant, à Donka, pour leur prise en charge. Parlons sport à présent, déjà qualifié en demi-finale de la CAN et au prochain mondial de sa catégorie, le Sili Handball a réalisé ce mardi un carton plein dans la poule A en faisant tomber la Tunisie, ce après 2 succès de rang respectivement contre l'Algérie et le Nigeria. Le président de la FEGIAND, Mamadou Bapaï Kamara, vise le trophée. Suivez. Il n'y a pas 2 sans 3. La Guinée enchaîne un 3e succès consécutif dans la poule A de la Coupe d'Afrique des Nations. Après avoir dominé d'entrée l'Algérie, ensuite le Nigeria, la Guinée va ponctuer sa 3e sortie par une victoire exaltante face à la Tunisie, l'autre qualifié à la prochaine Coupe du Monde. Déjà mal embarqué dans cette rencontre irrespirable, tenez-vous bien. La Guinée avait dilapidé sa longueur d'avance face à la Tunisie qui a dû jouer sur ses propres valeurs, notamment une solidité défensive avant d'effectuer
effectuer une véritable remontada pour renverser les rapports de force et s'imposer au finish sur un score de 34 contre 28 face à la Tunisie. Un résultat qui ne laisse pas indifférent le président de la Fédération guinéenne de handball, Mamadou Baïpa Camara, qui exulte de joie, mais pour lui, il reste encore une dernière marche à franchir parce que l'objectif final, c'est bien de remporter la Coupe d'Afrique des Nations du handball. Très content, on vous a dit la dernière fois que notre premier objectif c'était la qualification pour le championnat du monde. On a dit maintenant il faut aller chercher ce trophée. Je pense bien que les enfants ont compris le message parce qu'on les a dit avant-hier. Mettez la Coupe du Monde derrière vous, préparez-vous maintenant pour ce trophée. Et nous sommes sur cette lancée, j'espère que ça va aller, Inch'Allah. Dominé en première période, la Guinée a surclassé son adversaire. On aurait dit deux équipes qui se sont échangées les maillots à la reprise. Pour l'entraîneur, la Guinée certes était très mal embarquée dans cette rencontre, mais il fallait absolument réaménager son système, l'adapter au profit de l'adversaire. Au niveau de l'attaque ici, on a compris que là, il fallait vraiment aller au niveau des profondeurs, aller provoquer pour qu'on puisse ici rassembler deux personnes et donner le ballon au niveau des ailes. La joie, elle est immense et indescriptible, d'autant plus que la Guinée domine la Tunisie, l'autre qualifié à la prochaine Coupe du Monde. Il faut préciser que le Sili National Junior du handball va disputer pour la première fois de son histoire la Coupe du Monde des Nations de sa catégorie, bien sûr, prévue donc au mois de juin en Slovénie. Et c'est la toute première équipe, toutes disciplines confondues, de Guinée à être qualifiée à une phase finale de la Coupe du Monde du handball. Et tout de suite, c'est l'angle de la rédaction. Entre 2020 et 2022, 32 entrepreneurs agricoles recensés ont été victimes d'incendies, de vols et d'actes de vandalisme. Les pertes sont énormes, mais jusque-là, aucun coupable, même un suspect, n'a été inquiété. Les victimes sont à bout de souffle puisque quotidiennement étalonnés par les créanciers, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a publié un communiqué pour condamner ce phénomène. Il promet de traduire les coupables devant la justice. Mamadou Kalisso et Alseni Camara. Nous avons perdu toute notre exploitation et énormément d'argent et aussi beaucoup de soucis. J'ai perdu tout un champ dans la zone de Mafreya. J'évolue sur un domaine de 150 hectares qui a été tout brûlé. J'ai tout perdu. Gustave McCarthy, la cinquantaine, a tout abandonné en 2015 pour se lancer dans l'agro-pastoral. Il exploite un domaine familial estimé à 150 hectares à Benti, dans Forêt-Caria. Des centaines de millions investis dans la banane, l'anacarde, l'ananas, la culture maraîchère, des arbres forestiers, pour ne citer que ceux-là. En 2020 déjà, il caressait le rêve de récolter les fruits de son dur labeur. Mais ce rêve s'est vite transformé en cauchemar. 3 incendies successifs ont ravagé sa plantation entre 2020 et 2022. Les pertes sont évaluées à plus de 3 milliards de francs guinéens, selon les résultats de l'enquête réalisée par le service de l'agriculture, des eaux et forêts basé à Forêt-Caria. Moi, je ne trouve pas explicable ça, parce que c'est difficile de comprendre pourquoi nos parents sont hostiles au développement. Parce que ça, je peux dire que c'est pour tuer déjà ceux qui ont la volonté de retourner à la terre. Une volonté de tuer les investisseurs locaux, passionnés de l'agriculture, en plus des hectares d'arbres fruitiers, du bétail et de la volaille aussi ont été décimés. Des espèces qui, pour la plupart, ont été importées du Niger, du Mali et du Cameroun. J'ai fait appel à l'ex-sous-préfet qui était là-bas de venir voir. Il n'est jamais venu voir. Donc les autres personnes ne sont venues voir là-bas, voir les dégâts, personne, sauf les gens de la direction préfectorale d'agriculture sont venus avec les eaux et forêts. Ils sont venus, ils ont tous fait des rapports concernant le dégât. Gustave McCarthy n'est pas la seule victime. Le 11 février dernier, Fassine Kader Kondé a perdu 7 hectares d'ananas, 1500 pieds d'acajou, selon les premières évaluations, dans un incendie dont l'origine reste encore inconnue.
Le drame s'est produit à Mafereya, dans la préfecture de Frokaria. Plus que malade, parce que c'est combien d'années de travail, c'est de l'argent investi. Là, les pertes sont énormes. Là, je ne peux pas estimer, mais ce sont mes économies. Et voilà, ce sont mes économies qui sont parties. Il est aujourd'hui à la fois déçu, choqué et impuissant face à ce qui est arrivé. Je ne sais pas où aller pleurer parce que qui va m'écouter? Là, je passe, mais à quoi ça va aboutir? Je ne sais pas. C'est juste difficile. Voilà, je n'ai pas vraiment les mots pour qualifier, pour décrire en ce moment ce que je ressens. Je n'ai pas vraiment les mots. C'est juste que c'est difficile. À Kindia, Aïssatou Banyan Diallo a subi le même revers le 22 mars 2021. Sa plantation a été incendiée et une année plus tard, le 27 janvier 2022, ce sont des plantes d'ananas en pleine croissance qui ont été arrachées par des inconnus. Des actes prémédités, selon cette autre victime. Nous avons vu ça, des gens ont menacé, ils sont passés à l'action, personne n'a été interpellé. Donc c'est là le problème. Jusque-là, ces incendies étaient uniquement enregistrés en Basse-Côte. Mais la région forestière entre dans la danse. À Lola, des hectares de plantations de café et un village ont été calcinés début février. La plupart de ces agriculteurs ont emprunté de l'argent pour investir. Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont asphyxiés par des dettes non payées. Ce sont des engagements qui ne sont pas honorés. Ce sont des pertes énormes. Mais tout ça là, ça freine et ça décourage. Ben, après tout, c'est un problème économique, c'est un problème social, c'est un problème environnemental. Donc tous les trois piliers de développement durable sont hypothéqués par ces incendies. C'est ce qui est très grave. Ces 3 dernières années, une trentaine d'entrepreneurs agricoles ont été victimes de sabotages, de vols et d'incendies criminels avec des milliers d'emplois perdus. Des plaintes ont été portées. Curieusement, les coupables et leurs complices courent toujours. Partout en Guinée, tout le monde est victime. Mais on n'arrive pas à cibler qui sont à la base. On ne sait pas. C'est dommage pour les investisseurs agricoles. Il y a trop de pardon. Souvent, vous allez trouver les victimes, mais il n'y a pas de... Vous allez trouver des gens qui ont fait le feu, mais il n'y a pas d'aboutissement. Vous comprenez un peu, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de sanction. Et c'est compliqué. Ces actes de vandalisme répétés et impunis ont des répercussions sur la corporation. Aujourd'hui, aucune entreprise d'assurance ne veut collaborer avec eux. Le secteur est qualifié de haut risque. Quand on va vers les assurances, ils disent que c'est des métiers à haut risque. Ils ne prennent pas. Il faut que les assurances et l'État voient ça parce qu'on a besoin d'être assurés pour pouvoir couvrir nos dégâts, par exemple. Il n'y a pas d'assurance aussi pour nous accompagner. On n'est pas assuré. Donc quand il y a le feu, c'est fini, c'est parti. Pourquoi vous n'êtes pas assuré? Ça n'existe pas, à ce que je sache, une banque d'assurance agricole. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui explique l'acharnement contre les entrepreneurs agricoles? Comment comprendre le silence et l'inertie de l'État à tous les niveaux? Ces interrogations ont attiré l'attention du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage qui s'est fendu d'un communiqué pour condamner ces incendies criminels. Il promet de traquer les auteurs et leurs complices. Une lueur d'espoir pour les victimes. Et c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de votre attention. Dans un instant, place au public reportage proposé par notre rédaction. Quant à moi, je vous dis à demain, Inch'Allah. Au revoir. Cet échange entre entrepreneurs vise à promouvoir le développement durable afin de mieux vulgariser les potentiels économiques de la Guinée, ensuite intégrer les services en construction de l'habitat, les travaux publics, les transports, la logistique, l'agriculture, la pêche, entre autres. De la vision du développement esquissée par le gouvernement de la transition,
dans son attachement à l'essor du secteur immobilier à travers notamment la création de guichets uniques du permis de construire, la digitalisation de tous les organismes du secteur et la construction des logements sociaux par le biais de l'Agence guinéenne de financement du logement Agifil. Le SIACO vise à valoriser la compétitivité des différentes filières en vue d'en faire des secteurs d'exportation solides et aussi contribuer à la diversification de l'économie nationale. Nous nous engageons à mettre à contribution notre expertise au profit des acteurs institutionnels, acteurs privés, organismes internationaux, à travers nos pôles de métiers qui sont les salons professionnels comme vous voyez là, les foires et expositions, le forum. Plusieurs propositions ont été faites sur l'accès aux services sociaux de base. Les populations guinéennes ont d'importants besoins fondamentaux et urgents à satisfaire nécessairement. Parmi ceux-ci, citons l'accès à un logement convenable à prix abordable, l'accès aux services essentiels en réseau qui gèrent des flux, eau, assainissement, énergie, gestion des déchets et mobilité. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisation salue l'initiative et invite les organisateurs à pérenniser l'événement. Quand une entreprise comme celle-ci prend des dispositions, nous, en tant que ministère, nous ne pouvons que venir en appui. Ce salon est aussi une plateforme d'échange, d'expériences, une occasion pour les entrepreneurs de nouer de solides partenariats dans ces domaines en croissance. Les autorités de la transition, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, semblent visiblement déterminées à rendre le rêve d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée une réalité. Ce mercredi, le ministre Lansana Beya Diallo et une forte équipe du comité d'organisation de cette messe du football continental ont procédé au lancement des travaux de terrassement des sites de Kindia devant abriter les stades et autres infrastructures de la compétition. Aujourd'hui, c'est le plus grand programme de développement de la Guinée pendant ces 10 ans. Donc c'est un projet qui va embrasser plusieurs projets. Il y a les infrastructures sportives, les stades de compétition de 40 000 places à Conakry. Kindia aujourd'hui aura l'opportunité d'abriter un stade de compétition de 20 000 places avec un terrain d'entraînement de 1000 places également. Il y aura des villages Can, il y aura 72 villas qui vont contenir ce village Can de F3 et de F5. Également, à côté de ça, il y a des terrains d'entraînement de 1000 places qui seront construits. Et également, il y a le stade d'entraînement de Fodefissa qui sera également réhabilité. Au-delà de ces infrastructures sportives, la Cannes 2025, c'est aussi d'autres travaux qui aideront Kindia à bénéficier entre autres des routes, hôpitaux et hôtels. Raison de plus de l'engagement du gouvernement. Nous sommes venus dans cette activité parce que le colonel Mamadi Doumbouya, le capitaine de l'équipe, l'entraîneur de l'équipe de Guinée, le plus grand soutien du Sili national, a dit qu'il relèvera le défi pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en Guinée dans 3 ans, en 2025. Et voilà celui qu'il a choisi pour faire ce travail, le ministre Lansana Beya. Mais comme nous savons que c'est quelque chose de très important, on ne veut pas le laisser seul, on veut l'accompagner. Et moi je suis ici pour le soutenir. Ce qu'on va construire ici à Damakania, après la fin de la transition, nous, on va pas mettre ça sur notre tête et partir. Voir ces travaux accélérés est le souhait des autorités administratives de la place, car la région doit donner un bel exemple. Je ne peux que souhaiter l'accélération de ces travaux pour nous permettre d'avoir une satisfaction entière, parce que très bientôt, les missions peuvent venir pour inspecter, n'est-ce pas, les infrastructures. 3 sites, à savoir Fridiagbe, Kaliahore et Samourounia, vont abriter les différentes infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 à Kindia.